Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 163e briefing estival. Voilà, il fait beau à Moscou, il nous manque Arnaud qui est parti porter la bonne parole à différents congrès, des choses comme ça. Donc tout va porter aujourd'hui sur les épaules d'Igor, voilà, qui va nous... Un petit mot, monsieur le directeur. Aujourd'hui, Igor fait Oppenheimer et Gilles fait Barbie. La lutte éternelle du cinéma populaire contre le cinéma d'auteur. Ah là là, bien, eh bien, sans plus attendre, les indispensables avec Igor. Merci Président, bonjour à tous. Alors je vais tout de suite commencer par le chapitre économie avec la question du cours du rouble qui nous a tous intrigués, qu'on a tous suivi ces derniers jours, puisque hier la Banque centrale a tenu une réunion extraordinaire à l'issue de laquelle il était annoncé l'augmentation du taux directeur de 350 points de base. Donc ce taux directeur passe de 8,5% à 12%. Je rappelle que ce même taux avait déjà été augmenté en juillet dernier, puisqu'il était passé de 7,5 à 8,5%. Donc une réunion qui a été, comme je le disais, provoquée par le décrochage en fait du cours du rouble face au dollar et à l'euro. Cela dit, hier soir à la clôture de la bourse de Moscou, le rouble s'est changé à 100 pour 1 dollar et à 110, à 97 pour 1 dollar et à 106 pour un euro, sachant qu'il était monté à 100 pour 1 dollar et pratiquement à 110 pour 1 euro. Donc pour l'instant, une décision avec un effet relativement limité sur le cours du rouble et sur le marché. Alors pour rappel, le rouble a évidemment beaucoup fluctué depuis février 2022. Je rappelle que il s'est changé à 120 pour 1 dollar en mars 2022, hein, quelques jours après le déclenchement de l'opération spéciale, et que il fallait débourser 53 dollars, 53 roubles pour avoir 1 dollar en juin 2022, c'est-à-dire quelques mois après le taux que je viens de vous donner avant. Donc, quand même des fluctuations assez fortes. Alors, cette réunion de la Banque centrale et cette décision d'augmenter fortement, hein, le taux directeur à 12% intervient dans un contexte de débat, en tout cas de débat d'idées entre Madame Nabiulina, donc gouverneur de la Banque centrale, et Monsieur Oreshkin, qui est aide de camp du président russe pour les questions économiques. Ils ne sont pas d'accord sur l'origine, j'allais dire, l'affaiblissement du rouble d'une part, mais pas non plus d'accord sur les méthodes à employer pour le redresser. Notamment, Monsieur Oreshkin conteste, j'en reviendrai tout à l'heure dessus, eh bien l'origine de ce dévissage. Il n'est pas d'accord manifestement avec la politique de la Banque centrale qui consiste à maintenir le taux tel qu'il était jusqu'à hier, en tout cas un taux qu'il qualifie de trop bas et trop long, trop longtemps, et c'est trop bas. Et d'autre part, il impute finalement au crédit, au fait que les sociétés s'endettent et que les particuliers s'endettent, le fait que le rouble aussi se soit affaibli. Notamment, il avance l'argument dans un article publié notamment chez TASS, hein, du fait que la somme des crédits contractés à la fois par les entreprises et par les particuliers dépasse aujourd'hui très largement le déficit budgétaire fédéral, et donc c'est aussi une des sources de l'affaiblissement de la monnaie russe. Alors, qu'est-ce qu'on a vu comme principales explications, outre ces pistes que je viens d'avancer, enfin de répercuter sur l'affaiblissement du rouble? Alors tout d'abord, une des raisons qui est mise en avant par les experts, les commentateurs et les économistes, c'est le mouvement de hausse des importations, d'une part, et d'autre part, la baisse de la valeur des exportations russes, qui donne aujourd'hui une balance commerciale qui reste excédentaire pour la Russie, mais qui est néanmoins nettement moins excédentaire qu'elle ne l'était, par exemple, il y a un an. Aujourd'hui, la balance commerciale russe est 5 fois moins excédentaire qu'elle ne l'était il y a un an, pour plusieurs raisons. La baisse du volume des exportations, eh bien, c'est par exemple lié à des revenus pétrogaziers, en tout cas des exportations pétrogazières moins importants. Au premier semestre 2023, ces revenus sont 47% inférieurs à ce qu'ils étaient en 2022, du fait que le prix du baril de l'Urals eh bien, est moins important. Il était
à 54 dollars, je parle pour l'Oural, il y a quelques semaines, quelques mois. Il est aujourd'hui à 70 dollars. Bon, il s'est un peu renforcé, mais on est loin évidemment, d'autres valeurs qu'on a connues par le passé, 80, 90, voire 100. Évidemment, tout ceci pèse sur la valeur des exportations, mais d'une manière générale, des prix de matières premières relativement bas. On parle ici des céréales régulièrement. Eh bien, le prix des céréales, lui aussi, reste finalement sous-coté par rapport à ce qu'il pourrait être. De même pour le bois, par exemple, qui se vend là aussi en deçà de ce de prix qu'il a pu connaître par le passé. Donc, des exportations de matières premières qui rapportent moins que par le passé. Et des importations qui sont, elles, en hausse. Autre source qui explique ce décrochage du rouble, eh bien la baisse des recettes. Alors c'est un double mouvement là aussi. D'une part, la baisse des recettes en devises inamicales, euro, dollar évidemment, pour des raisons que chacun peut comprendre. Mais d'autre part, le fait qu'il n'existe plus d'obligation pour les exportateurs russes de vendre les devises issues de leurs revenus. C'est-à-dire que peu après l'éclatement du conflit, vous vous souvenez, le gouvernement a pris des mesures évidemment drastiques pour éviter la fuite des capitaux et quelque part mettre l'économie un petit peu sous cloche pendant la tempête. Et parmi ces mesures, il y avait obligation qui était faite aux exportateurs de vendre 80% des devises qu'ils percevaient lorsqu'ils exportaient des biens de consommation, des commodités. Puis avec le temps, ces 80% ont été ramenés à 50% et aujourd'hui, il n'existe plus d'obligation pour les exportateurs de vendre les devises, quelles qu'elles soient, pour notamment soutenir le cours du rouble, puisque c'était une des astuces qui avait été trouvée pour éviter justement que le rouble ne s'effondre trop. Cette obligation n'existe plus, mais il y a déjà des rumeurs aujourd'hui comme quoi elle pourrait revenir et que prochainement un nouveau plafond soit mis pour obliger les exportateurs à vendre les devises, alors quelles qu'elles soient, afin de soutenir le cours du rouble. Autre facteur qui explique l'affaiblissement du rouble, et c'est des facteurs plutôt domestiques et conjoncturels, je l'ai dit, donc la hausse des importations, finalement, elle est due à quoi? Elle est due au fait qu'il y a une hausse de la demande sur le marché intérieur, qui elle-même est le corollaire de la hausse des salaires dont on parle ici régulièrement. Je disais encore tout à l'heure que, par exemple, rien que sur Saint-Pétersbourg, les salaires ont pris 10% en un an, par exemple. Eh bien, on a donc un contexte de hausse des salaires qui fait que les gens veulent consommer, que l'offre domestique n'est pas forcément à la hauteur ou il n'y a pas forcément ce qu'il faut et que donc ça se traduit par des importations plus importantes pour des biens de consommation, surtout ce qu'on connaît par les marketplaces et ailleurs, même si jamais les prix sont souvent plus chers. Ceci est lié à un autre facteur qu'on a également évoqué lors de séances précédentes, qui est des tensions sur le marché du travail. Ce qui justifie, en tout cas explique la hausse des salaires, c'est-à-dire qu'il y a des demandes de postes, des offres de postes, des recrutements qui ne sont pas satisfaits, et pour susciter les candidatures et les candidats, eh bien qu'est-ce qu'on fait? On monte les salaires, et là vous avez donc la boucle que je viens d'exposer qui se met en place. Et enfin, pour revenir un instant au pétrole, là aussi la Russie produit un peu moins de pétrole depuis cet été, en lien avec ses engagements contractés auprès de OPEP+. Donc on parle de quelques dizaines de milliers, centaines de milliers de barils par jour, mais néanmoins ça pèse dans la balance. Alors que peut faire la Banque centrale russe quels sont ses outils finalement pour essayer d'influencer ce cours du rouble, de le redresser? Bon, on a évoqué donc le taux directeur. Alors le taux directeur a été augmenté 12%. Cela dit, il a déjà été annoncé aujourd'hui que la Banque centrale n'excluait pas, dans un avenir plus ou moins proche, de encore augmenter ce taux directeur pour enrayer donc le décrochage du rouble. Alors ça a néanmoins des effets pervers. Vous vous en doutez, parce que si vous augmentez le taux directeur, eh bien les crédits deviennent plus chers. Les crédits, que ce soit les crédits à la consommation, mais aussi les crédits immobiliers. Or, on sait que la consommation est un des moteurs de la croissance, et donc vous risquez évidemment de dégrader votre croissance, d'autant plus que qui dit une hausse du taux directeur dit là aussi une hausse du taux de rémunération des livrets de l'épargne. Et donc le but du jeu, c'est d'inciter les gens à peut-être à moins dépenser, à laisser leur argent sur des livrets, que ce soit pour 3 mois, 6 mois, 9 mois, des livrets qui sont généreusement rémunérés. Là, je suis encore allé voir tout à l'heure sur quelques banques. Bon, ben, vous avez déjà dès aujourd'hui des taux proposés pour à 10, 11, 11,5% pour des livrets sur la période sur laquelle vous placez votre argent, c'est 3, 6 mois, 9 mois, un an. L'idée étant de fixer donc ce capital et inciter les gens à peut-être un peu plus
épargné. Donc là aussi, vous allez probablement un petit peu amputer la croissance, puisque c'est de l'argent qui ne partira pas pour la consommation et des choses comme ça. Euh, L'autre levier, donc ça c'est un premier levier, le taux directeur. Deuxième levier, c'est la vente de devises. La vente de devises prélevée dans le fonds de bien-être national. Alors, un fonds de bien-être national aujourd'hui dispose de 12 000 milliards de roubles, hein, c'est colossal. Il est déjà prévu de vendre pour 288 milliards équivalent roubles de devises, principalement des yuan, d'ici au 31 janvier, afin de soutenir le cours du rouble. Ça, c'est un autre outil. Alors, cela dit, il y a déjà des hypothèses qui sont formulées pour expliquer finalement ces 12%, qu'est-ce que ça veut dire et à quoi ça correspond. Certains économistes avancent l'idée que finalement, pour Madame Nabiulina, l'enjeu principal, c'était pas tellement le cours du rouble, hein, que ça soit 100, 110, mais c'est plutôt l'inflation. L'inflation, on sait que c'est la bête noire de Madame Nabiulina, qui a comment dirais-je, une cible théorique à 4% d'inflation pour la fin de l'année. On sera largement au-dessus. Euh, Probablement que la Banque centrale, c'est une autre hypothèse qui circule chez les économistes, en tout cas chez certains économistes, anticipe une crise inflationniste à l'automne du fait des dépenses fédérales, des dépenses publiques assez importantes, hein, qu'on a évoquées ces dernières semaines dans nos séances, et que par conséquent, les 12% sont quelque part une mesure préventive pour éviter que l'inflation ne décolle trop vite à l'automne suite donc à ces dépenses. Alors, encore quelques chiffres pour clore ce chapitre économie. Les projections de la Banque centrale, justement pour l'inflation, excusez-moi, en 2023, cette inflation est aujourd'hui estimée dans un corridor entre 5 et 6,5%. Donc évidemment, on est loin de la cible des 4, mais probablement que ce sera plus. Divers observateurs et analystes tombent plutôt sur des chiffres de l'ordre d'entre 7 et 8%, 7,5% probablement d'inflation. Deuxième chiffre, ce sont ceux de Rosstat pour le PIB russe au deuxième trimestre 2023. Le PIB a connu une croissance de 4,9%, pratiquement 5% sur le deuxième trimestre, après avoir décroché de 1,8% au premier trimestre 2023. Alors, comment expliquer cette croissance de pratiquement 5% au deuxième trimestre? Tout d'abord, il y a un effet de base qu'il ne faut pas sous-estimer, puisque le deuxième trimestre 2022 avait été catastrophique l'an dernier, puisque l'économie russe s'était contractée de pratiquement 5%, je crois, de mémoire. Donc, il y a un effet de base qui joue. Et le deuxième élément, c'est de regarder le breakdown de cette croissance de ce deuxième trimestre 2023. Elle est portée par quoi? Le transport de passagers, 20%. Elle est portée par le commerce de gros, plus de 12%, par la construction, environ 10%. Et là, on peut voir une connexion notamment avec ce qui se fait quand on regarde ensuite la segmentation par région, où la croissance du secteur de la construction est la plus forte. On trouve, sans vraiment trop de surprise, les régions du sud, notamment celles qui sont proches de la mer Noire, proches de la zone de l'opération spéciale. Et là, on peut imaginer qu'évidemment, dans ces constructions-là, il y a aussi beaucoup de choses liées au complexe militaire-industriel et à l'armée qui viennent soutenir ce secteur-là, ce point de secteur de croissance. Il y a la production, ça on en a déjà parlé, Arnaud en avait parlé, hein, pratiquement 11,5%, là aussi très fortement lié au secteur industriel en prise avec le complexe militaro-industriel. Le commerce de détail, 9%, ça fait lien à ce que je vous disais tout à l'heure sur la croissance, les gens qui vont acheter, consommer, dépenser leur argent. L'agriculture dont on parle ici beaucoup, 3%, c'est pas énorme, mais ça reste quand même dans le positif, hein. Je rappelle que l'année dernière, ça avait rapporté, je crois, pratiquement 47 milliards de roubles. Et l'extractif, 1,1%, c'est très peu. Et là, ça fait aussi lien avec ce que je disais tout à l'heure sur le fait que la Russie pompe moins de pétrole en accord avec les engagements contractés auprès de l'OPEP+, mais que donc l'extractif, c'est seulement 1,1%. On est habitué à le voir beaucoup plus haut dans les motrices, dans les moteurs de la croissance. Deuxième chapitre, la politique. Alors, pas grand-chose. J'ai relevé, cela dit, en fin de semaine dernière, les déclarations de Monsieur Arkady Voloch. Arkady Voloch, c'est le fondateur de Yandex, qui s'est exprimé à travers un texte publié par The Bell. The Bell, qui, je rappelle, est classé comme agent de l'étranger en Russie, le 10 août dernier, et qui s'est déclaré catégoriquement, je cite, hein, opposé à l'opération spéciale qu'il condamne fermement.
Alors, pourquoi est-ce qu'il s'est senti obligé de sortir du bois et de tenir ses propos? En fait, il y avait beaucoup de critiques dans son milieu et autour de lui sur le fait que finalement, dans sa biographie, dans ses sorties, il mettait toujours dans l'ombre tout ce qui était en gros en lien avec la Russie. Et donc, il a dû se sentir obligé de clarifier ses positions à l'égard de tout ce qui se passe depuis février 2022. Par exemple, dans sa biographie publique, que vous pouvez consulter sur son site, il se présente comme un entrepreneur israélien né au Kazakhstan. Il y a rien de russe là-dedans. Et donc, il s'est senti donc obligé de se justifier, visiblement. Alors, ces déclarations sont finalement les dernières d'une série de déclarations qu'on a pu lire depuis février 2022 auprès d'hommes d'affaires, de milliardaires, mais aussi parfois bon, évidemment, d'acteurs, et d'artistes et autres, hein. Je rappelle que, par exemple, Monsieur Oleg Tinkov, un milliardaire s'il en était, bon, lui était évidemment, c'est un des exemples peut-être les plus forts, hein. S'est exprimé là aussi sur la même tonalité que celle de Monsieur Voloche. On a entendu aussi des dissonances dans le haut management de Lukoil l'année dernière, les déclarations de M. Friedman également, milliardaire s'il en est. On se souvient des images de Mme Sobchak quittant à pied la Russie en traversant à pied la frontière avec je ne sais plus quel pays balte. M. Choubaïs dans un autre registre qui lui aussi est parti très vite après le 24 février 2022. Donc voilà, il y a une série comme ça. Là, c'est la dernière en date. Je rappelle que M. Voloche ne vit plus en Russie depuis 2014, il s'est installé en Israël. Où il a développé entre 2014 et 2022 les projets internationaux de Yandex et comme il le dit lui-même, à partir de février 2022, son histoire avec Yandex s'est terminée. Deuxième information dans ce chapitre politique, ce sont les nouvelles sanctions américaines prises le 11 août contre quatre milliardaires, milliardaires russes, M. Piotr Aven, M. Friedman, German Khan et Alexei Kouzmichev, qui ont en particulier de tous avoir siégé ou encore siégé au board de Alpha Group, mais également contre le RSPP, hein, qui est donc le MEDEF russe. Toutes ces quatre personnalités et cette entité ont été placées sur liste SDN, hein, qui est la liste des sanctions la plus forte aux États-Unis. Monsieur Piotr Aven s'est exprimé récemment puisque il vit en Lettonie, dont il affirme qu'elle est désormais sa patrie, hein. Le problème pour lui, c'est que depuis qu'il a été mis sur liste SDN, les autorités lettonnes considèrent de le déchoir de sa nationalité lettonne. Il se dit qu'il a toujours son passeport russe, certains disent même qu'il a un passeport luxembourgeois, je n'en sais rien, mais qu'il allait faire tout son possible pour rester donc en Lettonie, mais donc il pourrait être finalement avoir des problèmes dans ce qu'il qualifie être sa nouvelle patrie. Alors j'en viens au chapitre diplomatie, avec tout d'abord, une fois n'est pas coutume, des nouvelles qui viennent des États-Unis, puisque M. Biden a demandé en fin de semaine dernière au Congrès une rallonge de 24 milliards de dollars pour l'Ukraine, afin de fournir aussi bien de l'aide militaire que soutenir économiquement le pays et subvenir à l'aide humanitaire. Alors je rappelle que sur la ligne précédente qui a déjà été votée, acceptée, il reste encore 6 milliards de dollars à consommer, hein, en quelque sorte, mais que par conséquent, le président américain anticipe déjà l'épuisement de cette ligne de crédit et donc demande déjà au Congrès 24 milliards. Alors, pour rappel, depuis février 2022, le Congrès a promis à l'Ukraine 113 milliards de dollars. En février 2023, les États-Unis avaient déjà fourni pour pratiquement 46,6 milliards de dollars d'aide militaire, hein, sous forme d'armement, enfin tout ce que les paquets que j'égrène ici régulièrement. À titre de comparaison, le budget de l'Ukraine en 2021, c'était 40 milliards de dollars, dont 6 milliards pour l'armée. Donc vous voyez qu'on est dans des proportions quand même assez énormes, hein, en termes d'aide militaire, économique, qui est quand même massive, hein, juste de la part des États-Unis, sans prendre en compte les Européens, les Japonais, les Sud-Coréens qui ont fait des choses plus modestes, mais qui ont quand même mis dans la corbeille. Alors le contexte, vous connaissez, hein, c'est un scepticisme grandissant aux États-Unis sur finalement la finalité de cette aide et puis l'enveloppe, le budget lui-même, hein. J'ai cité la semaine dernière le sondage de CNN qui montrait un inversement des courbes. Quelque part, on avait désormais plus de sceptiques et de gens qui demandaient à ne plus voter cette aide que l'inverse, ceux qu'on constatait donc jusqu'à très récemment. Pour abonder dans le sens d'Igor, il y a Ouais. également un événement tout à fait particulier, qui est la concomitance entre une nouvelle demande de Joe Biden au Congrès pour une nouvelle relance sur l'aide à l'Ukraine et les incendies de Hawaï, qui créent effectivement
une réaction qui est une réaction que l'on peut comprendre, mais en tout cas qui va sans doute influer dans le débat. Surtout que nous entrons bientôt dans une période électorale. Absolument, tu me coupes l'herbe sous le pied quelque part, j'allais absolument en parler et c'est intéressant de voir la chronologie puisque ces incendies sont arrivés finalement après que Biden ait demandé déjà sa demande d'argent. En tout cas, les images qui nous ont tous choqués et frappés ont été montrées seulement ces derniers jours. Il y a le contexte de campagne présidentielle qui approche. Des élus républicains qui commencent déjà à demander des comptes. Un élu républicain de l'Ohio, M. Warren Davidson, qui a adressé une lettre à M. Biden co-signée avec 11 autres de ses collègues, oui, le 11 août dernier, donc au président Biden, une lettre dans laquelle il demande des clarifications sur l'utilisation de l'argent du contribuable américain et d'autre part, il demande aujourd'hui des clarifications sur les objectifs poursuivis par les États-Unis en Ukraine. À quoi sert cet argent? Pourquoi faire? Qu'est-ce que les États-Unis veulent faire en Ukraine? Quels sont les buts pour rechercher? Et évidemment, les incendies terribles à Hawaï, qui vont coûter des milliards là aussi, hein, en dédommagement. On a vu les images des villes complètement ravagées par les flammes. On se demande si finalement ces incendies à Hawaï ne risquent pas ou ne pourraient pas devenir le Katrina de Biden. On sait que Bush, par exemple, avait laissé énormément de points de popularité et certains diront même de crédibilité dans sa gestion de Katrina à la Nouvelle-Orléans il y a plus de 20 ans maintenant, hein. Là, on se demande dans quelle mesure cela ne va pas influencer là aussi la stabilité, en tout du moins la stabilité de la popularité de Biden qui est déjà en berne. Alors, parmi les autres soutiens à l'Ukraine, l'Allemagne, avec la visite du ministre des Finances allemand à Kiev le 14 août, il est venu avec un engagement, puisque l'Allemagne s'engage à consacrer 5 milliards par an en aide militaire à l'Ukraine jusqu'à 2027. À ce jour, l'Allemagne a déjà dépensé 22 milliards d'euros pour l'Ukraine, dont 8 milliards pour les réfugiés et 12 milliards pour l'aide militaire. Enfin, autre soutien, la Suède, qui a annoncé un nouveau paquet d'aide, 314 millions de dollars, principalement des véhicules de combat d'infanterie, des blindés et de l'artillerie. À ce jour, la Suède a déboursé 2,2 milliards pour l'Ukraine, dont 1,6 milliard pour l'aide militaire. J'en viens à l'OTAN maintenant avec une interview qui a fait du bruit, celle du chef d'état-major de l'OTAN qui s'est confié à un quotidien norvégien dans lequel il suggère que l'Ukraine pourrait intégrer l'OTAN en contrepartie de l'abandon de certains de ses territoires. Il explique que c'est une solution qui est évoquée en interne et qui fait son chemin parmi certains alliés, en tout cas qui semble populaire, hein, c'est le terme qu'il emploie, auprès de certains alliés. Il évoque de fortes divergences au sein de l'Alliance sur les conditions du règlement du conflit. Alors, cette interview, évidemment, a suscité des réactions en Ukraine. Celle par exemple, de Monsieur Podolyak, hein, qui est chef de l'administration présidentielle ukrainienne, et a qualifié d'amusant cette option. Monsieur Danilov, qui est chef du Conseil de sécurité ukrainien, a rappelé que la seule solution, c'était le plan de paix ukrainien, dont il était question récemment encore à Jeddah, et que tout au plus, on pouvait imaginer un réaménagement du déroulement des points, mais que c'était le maximum qu'on pouvait envisager. Et enfin, le ministère des Affaires étrangères ukrainien a indiqué que l'idée d'une adhésion à l'OTAN en échange de territoire est inacceptable. Alors, moi, mon analyse de ces différentes sorties, enfin, de cette sortie du chef d'état-major de l'OTAN, ce qui est pas rien, hein, c'est pas c'est vraiment quelqu'un de très haut placé, hein, c'est que on peut imaginer cette interview comme un ballon d'essai, c'est tester l'idée comme toujours auprès, voir les réactions des uns, des autres, des opinions publiques, des responsables. Finalement, en exprimant tout haut ce qui se dit peut-être tout bas maintenant depuis quelques semaines, voire quelques mois. On se souvient du sommet de Vilnius, hein, qui était une douche froide un peu pour l'Ukraine. C'est intéressant de voir que cette option est jetée dans les médias quelques jours après le sommet de Jeddah, quand même. Ça aussi, hein, quand on inscrit un peu les deux séquences, c'est pas forcément une série de bonnes nouvelles pour Kiev. Euh, de l'autre côté, côté russe, il n'est même pas certain que la Russie soit intéressée par cette option. Je rappelle que l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN n'est pas une option pour Moscou, hein, c'est rappelé régulièrement par M. Peskov, par des responsables russes.
Et puis surtout, ça pose la question de quel territoire on parle. Si jamais, admettons, ça chemine vers cette option d'amputation territoriale, est-ce que c'est territoire aujourd'hui? Est-ce que si demain, finalement, la contre-offensive ukrainienne produit des résultats, on considérera d'autres territoires? Est-ce que d'ailleurs cette option sera toujours sur la table? Ou si, à contrario, dans un an, finalement, c'est la Russie qui arrive à rentrer encore plus en profondeur dans le territoire ukrainien, à ce moment-là, est-ce qu'on considérera les nouvelles prises territoriales comme rentrant dans cette éventuelle option? Donc finalement, ça pose beaucoup de questions, cette hypothèse évoquée par le chef d'état-major de l'OTAN. Et puis je vais terminer, une fois n'est pas coutume, par un chiffre, 67 280. À quoi cela peut-il faire référence? Eh bien, ce sont le nombre de réfugiés ukrainiens en France en juin 2023 selon Eurostat. Alors, on ne dit pas réfugiés ukrainiens, on dit personnes ayant fui l'Ukraine dans le libellé sur Eurostat. En France, sachant que pour les statistiques françaises, les mineurs ne sont pas intégrés. À titre de comparaison, pour l'Allemagne, c'est 1 133 000 réfugiés. Ça fait lien avec les 8 milliards d'euros que j'évoquais tout à l'heure dépensés pour l'entretien de ces réfugiés. Voilà, Gilles. Des chiffres particulièrement intéressants. Alors, on a pas mal de questions, mais pour revenir au tout début sur la question du taux directeur, de l'inflation, de choses comme ça, de la chute du rouble, on nous demande justement si là, bah, beaucoup d'arguments techniques ont été avancés, mais est-ce que finalement c'est pas un aveu, enfin, est-ce que pour la population, en tout cas, ça va pas être une démonstration que l'opération militaire spéciale a réellement des implications dans leur quotidien? Est-ce que ça peut créer peut avoir des implications politiques? Ça a des applications dans le quotidien. Je pense que avant même que le rouble soit à 100, 110 pour dollar, les gens l'avaient compris. Même si le pouvoir fait tout son possible pour entretenir finalement l'idée qu'il y a deux réalités. Il y a la réalité des opérations militaires et puis le fait qu'à côté de ça, les gens continuent de vivre un peu comme s'il n'y a rien n'était. On le voit très bien à Moscou, on le voit bien. Je parle pour les régions qui ne sont pas frontalières de l'Ukraine ou de la zone de l'opération spéciale, où finalement on fait tout ce qu'on peut pour montrer que tout marche normalement. Et c'est vrai qu'on s'en rend compte nous tous au quotidien à Moscou. Tout fonctionne absolument normalement, comme on le dit régulièrement, les restaurants tournent, et tout fonctionne absolument normalement. Bon, maintenant, oui, il y a ce taux du rouble. Alors, ce qui est quand même frappant, c'est que là aussi, il y a double réalité, en tout cas une dissonance, c'est-à-dire que on aurait eu le même dévissage du rouble à 100, 110 il y a 2, 3 ans, il y aurait un effet de panique. Les gens seraient courus aux distributeurs, auraient acheté enfin tout ce qu'ils peuvent, etc. Là, c'est plus du tout le cas. Les gens ne réagissent quasiment plus puisque de toute façon, cette question du taux de change, elle est devenue quelque part un petit peu pour les gens au quotidien, dans la rue. Je parle pas pour les entreprises ou les gens qui ont du business avec l'étranger. C'est un peu finalement comme la météo, quel temps il fait à Khabarovsk, quel temps il fait à Vladivostok. Bon, vous le lisez, vous le savez, c'est bien, mais qu'est-ce que ça va changer à votre quotidien? Parce que vous vivez plus dans cette réalité du dollar, de l'euro, alors qu'avant on vivait beaucoup plus dedans. Et je pense que ça, c'est pour le coup le lot au quotidien de l'immense majorité des Russes qui ne vivent pas à Moscou et dans une moindre mesure qui ne vivent pas à Saint-Pétersbourg. Pour les gens des régions, finalement, le taux de change de l'euro et du dollar, ça va changer pour eux, pas grand-chose. Simplement, c'est un élément de plus qui montre que oui, ce qu'on appelle l'économie peut-être réelle, en tout cas ces indicateurs concrets, oui, sont affectés par les conséquences du conflit. Il y a Donc je euh, pense pas que ça aura une implication sur puisque c'était ça la question, qu'il y aura une implication sur l'édifice politique ou autre à ce stade. En revanche, ce qui peut l'avoir, ou en tout cas ce qui sera intéressant à observer, c'est les mesures qui vont être prises et dans quelle mesure ce phénomène-là euh, crée du débat entre les élites. J'évoquais Madame Nabulina, Monsieur Oreshkin. Bon, là, on va voir si jamais d'autres mesures vont être prises. Je crois qu'il y a une réunion qui est prévue avec le président Poutine et Madame Nabulina prochainement ou peut-être même en ce moment pour encore discuter de ces histoires-là. Donc voilà, c'est intéressant de voir comment les différents cercles, comment le rapport de force vont s'établir et comment finalement, quelles mesures vont être prises pour aller plus loin éventuellement. alors, on pose une question sur l'accord des céréales. Que veut dire Erdogan quand il dit vouloir relancer un accord à un format élargi? Bah, il veut probablement dire, il y a plusieurs aujourd'hui, comment dirais-je, acteurs qui essayent de trouver une alternative,
certains diront de ressusciter l'accord sur les céréales, tout du moins de trouver d'autres moyens. La Turquie, on comprend pourquoi. Il y a un objet de prestige, hein. C'était le seul pays qui était parvenu à obtenir un papier signé à la fois par les Russes, par les Ukrainiens, sous les auspices de l'ONU. Pour Erdogan, c'était évidemment un enjeu de, comment dirais-je, donc de prestige. Il y a les États-Unis aujourd'hui qui travaillent à essayer de forger un corridor via le Danube, via la Moldavie, pour évacuer les céréales ukrainiennes. Voilà, donc il y a, je dirais, différents acteurs qui essayent d'avancer. Format élargi, euh, je vois pas trop, enfin à moins d'imaginer qu'on met les États-Unis, qu'on essaie de se faire finalement parler ces deux initiatives. Mais je sais pas dans quelle mesure les Russes seront intéressés ou seront d'accord, en tout cas à ce stade, de re-signer pour un accord sur les céréales. Aujourd'hui, je vois pas, comme je voyais pas l'avantage pour eux de rester dedans il y a un mois, je ne vois pas aujourd'hui quel est l'avantage pour eux de revenir dedans et de se relier les points. Certains diront que l'intérêt, ce serait qu'ils prennent plus de drones ukrainiens sur les bateaux ou sur Novorossiysk. Peut-être, mais je sais que traditionnellement, c'est pas dans leurs habitudes de céder sous la pression. Certains diront sous le chantage. Donc, je vois pas aujourd'hui pour eux, à ce stade en tout cas, de volonté de revenir dans cet accord. Pour rester côté turc, on a vu des images spectaculaires d'une intervention d'un hélicoptère sur un bateau transportant je ne sais quoi, et qui semblait se diriger vers la Turquie et être dans les eaux internationales. Est-ce que les Turcs ont réagi de ce côté-là? J'avais vu que c'est un bateau qui semblait se diriger vers l'Ukraine. C'était avant-hier, c'est ça? On parle du même bateau? Alors moi, j'avais compris qu'il se dirigeait vers l'Ukraine et qu'effectivement, donc la marine russe l'a d'abord intimé de mettre en panne, ce qu'ils n'ont pas fait, et donc ont envoyé un hélicoptère pour aller fouiller la cargaison et s'assurer qu'il n'y ait pas de matériel militaire. Et c'est pour ça que je pensais qu'ils se dirigeaient vers l'Ukraine, en fait. Si finalement c'était un bateau qui allait vers la Turquie, alors ça faut vérifier parce que je vois pas trop comment on peut confondre la direction des deux bateaux. Là, faudrait regarder, ils ont pas réagi. Une fois de plus, je pense qu'ils veulent pas forcément mettre en public, exprimer en public en tout cas en cette période particulièrement leurs éventuels désaccords sur ce point-là. Mais une fois de plus, il faudrait regarder sur quel bateau on parle parce que là j'ai un doute. Alors, on change complètement de sujet. On parle des comptes des Français à la Rosbank, les comptes perso et pro. Est-ce que ce sont uniquement les Français, aussi les binationaux? Et quelles sont les solutions de repli? Bon, alors, il y a plusieurs paramètres. Un paramètre légal. Donc, vous êtes français. Pour les Français, vous n'êtes que français et le nombre d'autres nationalités que vous détendez ne rentre pas en ligne de compte. Donc, en tant que Français, aussi bien en tant que personne physique qu'en tant que personne morale, vous êtes, selon les directives en question, tenu de changer de compte. Dans la réalité, pour une personne morale, pour une entreprise, euh, mieux vaut se conformer à la loi tout simplement parce que votre fonctionnement risque d'être mis en risque en cas de non-subordination à ces directives. En tant que personne physique, le risque d'être la proie de services, quels qu'ils soient, nous semble aujourd'hui minime. Et je ne pense pas que les personnes physiques, que les expatriés, que les binationaux soient la cible de cette mesure. Donc, bon, quelle est l'alternative? Ouvrir un compte dans une autre banque, de préférence non sanctionnée par l'Union européenne, la Gazprom Bank, on va pas la citer. Il y a un certain nombre d'autres banques. Tinkoff est sous sanction, la Rosebank, donc nous t'en parler aussi. La Sberbank, est-ce que la Sberbank est sous sanction européenne? Je crois que oui également, en tout cas, on peut vérifier. Mais encore une fois, bon, il est toujours bon, et je crois que dans cette période actuelle, tout le monde a le sain réflexe d'aller diversifier ses instruments bancaires et fiscaux. Mais encore une fois, pour des personnes physiques, le risque à conserver et utiliser activement son compte à la Rosebank, avec toutes les contraintes et les limitations que ces nouvelles sanctions entraînent, reste un risque extrêmement limité. Merci de ces précisions. Euh, Concernant l'Ukraine, est-ce vrai qu'elle n'est pas invitée au prochain G20 en Inde?
Et une question subsidiaire, la Suède alloue environ 314 millions de dollars à Kiev. Pourquoi seul et pourquoi maintenant? Une information qui est effectivement parue ces derniers jours. Les Ukrainiens n'ont pas reçu d'invitation pour le G20 qui, je rappelle, va se tenir en Inde. Les autorités indiennes ont insisté sur le fait qu'ils ne voulaient pas que ce G20 devienne finalement, enfin, que le sujet ukrainien domine absolument l'agenda du G20 et qu'ils souhaitaient que l'on parle quand même d'autres sujets. Plus largement, il y a une séquence diplomatique multilatérale assez intéressante qui va s'ouvrir là très prochainement, hein. Donc on va avoir évidemment l'Assemblée générale des Nations Unies. Il y a le G20 en Inde. Il y a le sommet de la PEC, le sommet de la CEAN. Donc finalement, il y a quand même des chefs d'État et de gouvernement qui vont être amenés à se rencontrer assez régulièrement jusqu'à la fin de l'année, tout au long de l'automne. Et donc certains estiment, imaginent que ça pourrait être propice comme période pour essayer de faire sortir, trouver un compromis, trouver quelque chose qui permette de mettre un terme aux hostilités en Ukraine. Bon, mais cela dit, ils sont pas invités au G20. Je rappelle que quand les ministres des Finances ou de l'économie, je sais plus, des pays du G20 s'étaient réunis préalablement en Inde, il y a quelques semaines, ils n'avaient pas trouvé de communiqué final, en tout cas à cause de la question ukrainienne. Puisque c'est toujours pareil de la formulation. C'est la formulation, il y avait des mots que certains pays voulaient employer, voire figurer absolument dans le communiqué final. D'autres pays ont dit non, c'est hors de question qu'on le mette. Pas de consensus, donc, et je pense que c'est ce que veulent éviter les autorités indiennes pour la plénière avec les chefs d'État. Ils veulent pas que on en arrive là. Et donc, ils ont préféré tout simplement ne pas inviter les Ukrainiens. Alors, euh, on va voir si ce sera vraiment le cas. Je pense que ce sera vraiment le cas. Je pense pas les États-Unis auront suffisamment comment dirais-je, de poids pour faire changer d'avis les autorités indiennes. Mais a priori, oui, les Ukrainiens ne seront pas au G20. Alors, une question un peu différente. Le président kirghize rue dans les brancards face aux États-Unis. Ils font pression pour que les sanctions anti-russes soient respectées. Le contournement des sanctions avantage-t-il vraiment le Kirghizstan qui essaie de se dégager du grand frère russe? Est-ce qu'il essaye de se dégager d'ailleurs? Ouais, bon, mais là-dessus, on l'avait évoqué, je crois, il y a 2, 3 semaines, quand le Kyrgyzstan avait été rappelé à l'ordre par l'OFAC, enfin par les États-Unis, et puis avec la mise, je crois, sous sanction d'ailleurs de certaines entités ou certaines personnalités au Kyrgyzstan, du fait de leur implication réelle ou supposée dans des schémas de contournement des sanctions. Donc je pense que les États-Unis voulaient faire un exemple sur la région, dans l'espace post-soviétique en Asie centrale, pour édifier les voisins également qui pourraient, le cas échéant, le voisin, ça va jusqu'au Caucase, hein, parce qu'il y a des pays du Caucase, notamment l'Arménie, déjà qui avait été rappelé à l'ordre l'an dernier, ils avaient reçu une délégation de l'OFAC qui leur avait intimé d'arrêter de faire du contournement de sanctions. Bon, mais quand on voit un petit peu l'économie de ces pays, la façon dans laquelle ils sont imbriqués avec la Russie, que ce soit par leurs échanges commerciaux, que ce soit par la présence d'une diaspora de ces pays très forte en Russie et qui, on le sait, envoie de l'argent pratiquement tous les jours au pays, hein, et que ça représente plusieurs points de PIB pour ces pays-là, c'est quand même, on est un peu au bout du modèle en quelque sorte. C'est-à-dire, je crois qu'il y avait un responsable américain, j'avais lu son entretien, alors quelqu'un au département d'État hein, qui disait, il faut qu'on leur fasse comprendre que c'est plus comme avant et qu'ils doivent mettre un terme à ce qu'ils ont connu avant et que maintenant ils basculent leur économie sur ailleurs. Bon, mais ça se fait pas comme ça. Si tant est que ces pays eux-mêmes le veulent, ça c'est la deuxième partie de la question. Moi, je suis pas certain. Je pense que ces pays connaissent bien leur géographie, connaissent bien leur histoire et savent à quoi s'en tenir. Alors, une question encore différente. 11e conférence sur la sécurité internationale à Moscou. Y a-t-il de grands absents, ou au contraire de grands présents parmi les 76 pays invités? Quid du Nicaragua, dont le commandant de l'armée nationale a envoyé une vidéo où il soutient inconditionnellement la Russie en Ukraine? Bah, il y a les entre guillemets usual suspects, hein, dont les principaux, qui est le ministre chinois de la Défense, qui est, comme je l'ai
D'ailleurs, non, je l'avais pas dit, qui est donc présent en Russie en visite il est arrivé le 14, il repartira le 19, une très longue visite en Russie. Il s'est rendu au forum de défense Armia, hein, qui s'est ouvert il y a 2 jours, donc en grande région de Moscou, hein, vers Kubinka. Il assiste à la Moscow Security Conference. Mais vous retrouvez évidemment des Biélorusses, vous retrouvez des pays africains, vous retrouvez finalement les invités, j'allais dire classiques. Alors, il faudrait aller dans le détail. Peut-être qu'il y a plus de pays africains cette année. Je sais pas. J'avoue que je suis pas allé regarder. Bon, pour ce qui a été dit discours, on a eu le discours de Monsieur Shoigu, le discours de Monsieur Narishkin. Euh, je vous en ai pas parlé parce que les thèses qui sont développées là-bas et exposées sont finalement ce qu'on connaît, ce qu'on entend régulièrement et ce qu'on expose avec Arnaud ici occasionnellement. Il n'y a pas vraiment de grands basculements, que ce soit conceptuel ou rhétorique, sur les idées qui sont exposées là-bas. La conférence sur la sécurité de Moscou, lorsque cet rendez-vous a été créé il y a plusieurs années de ça maintenant au départ, quand même avait vocation à rassembler des représentants de cercles de sécurité, de défense et de sûreté de plusieurs pays, hein. Il y avait des pays occidentaux qui envoyaient des représentants, y compris des représentants officiels, hein, pour assister. Et l'idée qui dominait, c'est qu'il y avait quand même des échanges d'idées, voire des débats d'idées. Bon, maintenant, depuis quelques années, on est plutôt dans la restitution, dans la présentation de grandes idées, de grandes théories, mais me semble-t-il, on est moins dans le débat, l'échange, c'est quand même très monocanal. Voilà. Mais oui, il y a Armia qui s'est ouvert, alors où les Russes ont évidemment exposé les trophées pris sur le champ de bataille, y compris des véhicules blindés et du matériel occidental, évidemment, que vous pouvez, si vous souhaitez, aller voir à Kubinka. Oui, justement, il y avait une question du Forum Armée 2023, réussite ou effet d'annonce pour Moscou, plus dans la communication. Bah non, mais réussite, il y a déjà des chiffres qui circulent. Il paraît que le ministère de la Défense a signé pour 400 milliards de roubles de contrats. Enfin, il y a des choses comme ça qui sont traditionnelles de ce grand rendez-vous, de ces grands forums. Alors là, c'est un forum de défense, mais vous avez pareil avec les forums maritimes, avec des forums, on a eu Russie-Afrique il y a pas longtemps, où il faut quand même des chiffres qui viennent marquer les esprits pour montrer que voilà, la coopération est vivace, qu'il y a des contrats, que les gens se rencontrent. Donc, sur ce forum-là, à noter quand même que lui, il se tient. Il y a un autre forum très important qui a été annulé, qui était le forum Max, un forum aérien Max, qui se tient en général mi-août, enfin en août, beaucoup plus près de Moscou, à Joukovski, hein. Lui, il vit pour des raisons qu'on peut comprendre. Il a été repoussé à l'an prochain. En tout cas, l'édition de cette année ne se tiendra pas. Armia, pour le coup, lui, se tient, alors qu'on peut imaginer qu'il y a aussi quand même une menace potentielle, hein, de drones sur ce grand polygone du ministère de la Défense. Et noter un peu dans le domaine le report à l'année prochaine du grand festival militaire sur la place Rouge, je passe Naya-Bachelin. Pourtant, il y avait beaucoup d'affiches en ville, mais ça a été reporté à 2024. Et je pense que c'est aussi pour la crainte d'invités imprévus et volants. Voilà. On va finir là-dessus. Dernière question. Y a-t-il encore des loyers ou des crédits immobiliers exprimés en euros et dollars? Je ne crois pas, pas officiellement en tout cas. Oui, ça fait un moment. En fait, c'est pas lié au contexte géopolitique actuel. Ça fait longtemps que l'économie est en rouble et que il y a, c'est difficile de calculer pour un propriétaire un loyer en devises étrangères, connaissant la grande instabilité des cours des devises. Donc, ça fait un certain temps qu'on vit en rouble quand on est à Moscou, enfin en Russie, mais en général. Bah oui, c'est pour ça que c'est intéressant d'étudier tout ça en parité de pouvoir d'achat et non pas avec d'étalonner tout ça en dollars et en euros. Et quand vous étudiez l'économie russe en parité de pouvoir d'achat, bah vous arrivez à des singularités assez frappantes, hein. On l'a déjà dit ici, mais en parité de pouvoir d'achat, l'économie russe est considérée, quand vous prenez les bases de données du FMI, de la Banque mondiale, etc., vous arrivez à une économie qui se classe cinquième sur l'économie mondiale, y compris devant l'Allemagne, y compris aujourd'hui. On a encore vu là des études sorties la semaine dernière. Et quand vous prenez les projections à 2030, bah, elle se maintient cinquième pour son PIB, une fois de plus, en termes de valeur du PIB, hein. Pas de croissance, hein. Pas plus 30 ou plus 20 ou plus 5 ou ça, mais en termes de
du PIB en volume nominal. À 2030, vous avez des projections où l'économie russe est cinquième. Donc, c'est pour ça que, regarder en dollars, oui, on va dire, ils sont au niveau, alors on dit quoi, de l'Espagne ou de l'Australie, etc. Bon, mais en réalité, ça n'a pas de sens, puisque, comme le vient de le dire Pavel, même depuis avant le conflit, on s'est devenu un petit peu, on raisonne plus on raisonne en rouble. Beaucoup plus qu'en devise. Et d'ailleurs, pour les contrats qui sont passés ici, on parlait d'Armia tout à l'heure, il n'y a plus de contrat passé par le ministère de la Défense depuis belle lurette en dollars ou en euros. Tous les contrats sont passés en roubles. Donc là aussi, pour le budget de la défense russe, entre guillemets, ça n'a pas de sens de raisonner en dollars ou en euros. Il faut raisonner en roubles. Et tu parlais là justement des contrats militaires à l'export, ils sont exprimés en quelle monnaie? Ah bah là, tout ce que j'ai là, les chiffres que j'ai vus passer pour l'instant, mais le salon continue, hein, donc on aura encore, je pense, des annonces, hein. Tout ça, c'est des données en roubles pour l'instant. Mais là, c'était des contrats passés par le ministère de la Défense russe auprès des armuriers russes et de l'industrie, des industriels russes, hein. C'est pour des besoins domestiques. D'accord, c'était pas des ventes Non, non, c'était pas des internationales. contrats d'export. Non, non, non. Ok, très bien. Parfait, ben merci, bravo Igor pour ce gros travail que tu as fourni aujourd'hui et tout seul. Alors on récupère Arnaud la semaine prochaine, tu seras là, je crois aussi. Voilà, donc l'équipe au complet. Donc, eh bien, il me reste à vous dire que, comme toujours, la CCI France-Russie se tient à vos côtés. À mercredi prochain et tenez bon.